Monsieur Jean Lassalle, bonjour. Bonjour Marie. Très heureuse de vous revoir. Et moi aussi. Je me demandais ce que vous étiez devenu. Oui, mais moi aussi je me demandais, et ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Marie. Et je suis très heureux de la retrouver aujourd'hui. J'ai envie de vous demander comment allez-vous depuis cette grande marche à travers la France que vous avez entrepris le 10 avril 2013, où vous êtes parti de l'Assemblée nationale, 5000 km, un périple de 8 mois. Combien de kilomètres par jour? Je faisais entre 25 et 30 km par jour. Ma plus longue étape a été de 47 km. J'en ai fait plusieurs à 35, 40, parce qu'il faut quand même marcher pour faire les plus de 5000 km. Mais disons qu'au bout d'un moment, on acquiert une certaine habitude, une certaine forme. C'est pas la marche qui était le plus difficile au fond pour moi, mais c'est tous ces milliers, dizaines de milliers de gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai échangé. Justement, qu'est-ce qui vous a fait que vous preniez une telle décision d'aller au-devant des Français, ces héros, comme vous les appelez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait, c'est que depuis quelques années, je sens que notre pays ne va pas bien. Je sens que notre pays souffre énormément de la crise d'abord, et puis du manque d'emploi. Les jeunes n'arrivent pas à s'insérer, ils ne sont pas bien, et du coup personne n'est bien. Et à cette crise sociale s'est ajoutée une crise humaine. Nous sommes très éparpillés, vous voyez, nous n'avons plus les relations que nous voudrions avoir. D'ailleurs, vous voyez ce qui s'est passé dimanche, je l'avais un peu ressenti au niveau des Français. Ils cherchent, ils voudraient se réunir pour quelque chose, et ils ne savent plus comment se réunir. Donc, pourquoi j'étais parti? C'est parce que j'avais besoin de poser un acte citoyen, un acte de résistance à un monde, à un univers qui s'est imposé à nous et qui au fond ne correspond pas à nos valeurs. Comment les Français vous ont-ils reçu et perçu votre démarche? Ah, ils ont été très très chouettes. J'avais peur, je ne savais pas comment ils me recevraient, je ne savais pas s'ils voudraient me parler, s'ils s'échapperaient devant moi. Eh bien, il n'en a rien été. Ils m'ont parlé très simplement. Je n'ai jamais interpellé personne. Je n'ai pris que des gens qui venaient à moi. Et il en venait beaucoup. Par exemple, vous voyez, la sortie de Valenciennes, j'ai mis 7 heures pour faire 1 kilomètre. De tous ces témoignages, ces appels de détresse parfois, lequel ou lesquels ressortent le plus? C'est d'abord, je pense, la souffrance de ne pas avoir d'emploi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Il y a des chiffres officiels, mais il y a la réalité, ou qui ont des petits boulots, des petits jobs, qui vivent de petites choses, ou lorsqu'ils tentent quelque chose, ils n'ont pas un sou pour les aider. Il y en a beaucoup qui voudraient faire, mais ils ne sont aidés de rien. Donc ils bataillent sans arrêt, et puis il faut payer à côté des frais, des impôts, des taxes, de ceci, de cela, voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vit mal. Il y en a beaucoup qui ont tout perdu parce qu'ils ont perdu leur emploi. Donc ils ont vendu leur maison, leur femme ou leur mari est parti, les enfants sont éparpillés. Comme disaient certains, c'est une maison que nous avons bâtie à 10 ans avec amour. Elle est partie comme ça, à des étrangers, et puis notre famille est éparpillée partout. C'est une horreur. Beaucoup de difficultés à retrouver de l'emploi lorsqu'on était dans une grande société qui avait failli, et il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger, qui sont délocalisés. J'avais déjà combattu contre cela à l'époque. Puis ensuite, il y a une très grande peur, déjà. La France a peur. Peur de quoi? Et elle a peur des dangers, elle a peur de ne pas savoir où elle va, elle a peur de ne pas avoir un futur, de ne pas voir devant elle un projet, un chemin. Et elle n'a confiance en rien ni en personne, et elle se méfie beaucoup. En fait, quel sera demain maintenant fait peur. Oui, exactement. Alors que nous avons connu une époque où demain c'était plutôt de l'enthousiasme, demain sera différent, sera autre chose. Demain c'est peur, demain c'est de l'angoisse. Est-ce que ça veut dire, Monsieur Jean Lassalle, que la France actuellement est dans une détresse? Oui, la France est dans une crise très profonde. Et ce n'est pas une crise matérielle uniquement, c'est aussi une crise
humaine, je le disais tout à l'heure, c'est une crise des êtres qui souffrent. Et je crois qu'il y a une conscience universelle, il y a une conscience des hommes, des êtres. Quand ils ne vont pas bien, ils ne vont pas bien. C'est pas un peu à tous les niveaux. Pareil, il y a une souffrance non dite. Alors certains arrivent à la dire, ça les soulage, ça leur fait du bien. Beaucoup n'arrivent pas à en parler et ils souffrent. Et il y a une augmentation du nombre de malades, notamment du cancer, qui est tout à fait étonnante. Ça vient d'un stress permanent dans lequel on est dans une société où tout s'achète, tout se vend. Il n'y a plus d'actes sympathiques, gentils, de se prêter, de s'aider, de s'entraider. Et ça fait beaucoup souffrir les Français. Des jeunes sont venus vous voir? Oui. Et pourtant, les jeunes, ce n'est pas facile à voir parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique. Très peu votent d'ailleurs. La plupart ne savent même pas qu'ils étaient inscrits. Ils disent que la politique, c'est une affaire de vieux. Ça concerne leurs parents, pas eux. Mais bon, est-ce que nous avons su faire ce qu'il fallait pour qu'ils s'intéressent? Voilà, toute la question est là. Et puis, les jeunes, c'est pareil, comme tous les autres, il faut arriver à leur parler et il faut les écouter. En fait, plus que parler, il faut écouter les gens. Nos compatriotes, qui d'ailleurs ne se reconnaissent plus comme des citoyens, mais comme des gens éparpillés aux quatre coins après le passage d'un tsunami, comme m'a dit une dame, voudraient redevenir des citoyens. Pour ça, il faut les écouter. Ils ont beaucoup de choses, ils en ont gros sur la patate, comme ils disent. Ils en ont gros sur le cœur. Et il faudrait qu'on les écoute et puis qu'on tienne compte un petit peu. Et qu'on arrête de leur faire des promesses qui ne débouchent jamais sur les réalités. Qu'est-ce qui vous demande le plus? Du travail, d'abord. Ensuite, il faudrait qu'on relance l'industrie, qui est une industrie à terre dans notre pays, qui est une formidable industrie, qui était une formidable industrie. Aujourd'hui, vous avez vu, tout ce qui... Il n'y a guère heureusement que nos avions qui continuent, mais sinon, on a beaucoup perdu. L'agriculture est très très malade. Il n'y a plus un fils qui veut reprendre l'exploitation de son père, ou très peu. Alors et parfois c'est les filles, mais très peu aussi. Alors que nous avions une agriculture, une des meilleures au monde. Florissante, une des plus belles agricultures, avec une variété de production en France. Tout pousse, on peut tout produire, et de la très grande qualité, mais nous sommes fous d'avoir perdu ça de vue, et on nous le reproche énormément. Après avoir écouté tous ces gens, qu'est-ce que vous en ressortez? Est-ce que vous avez trouvé quelques solutions, quelques ouvertures? Alors d'abord, après avoir écouté tous ces gens, parce qu'au début j'étais meurtri et j'étais moi-même très très touché, mais je pressentais, sinon je ne serais jamais parti, parce que je n'avais aucune envie de marcher, ni aucun besoin de marcher. Je suis parti parce que je n'ai pas pu faire autrement. Je ne peux plus m'empêcher, ça m'empêchait de dormir, et je me trouvais lâche de ne pas le faire en tant que député, de façon à éveiller les consciences, les esprits, essayer d'écouter les gens, voilà, comme je vous l'ai dit. Et ce que j'ai retenu, c'est qu'au fond, lorsque vous avez écouté les gens, lorsqu'ils vous en parlaient, il y a toujours un moment qui vient où ils vous disent « mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et ce moment-là, c'est le moment du début de l'espoir. Ils voudraient que ce changement de monde, parce que c'est un changement de monde, comme il y en a eu d'autres dans le passé, se passe non pas dans un bain de sang qui avorterait leurs enfants, une fois de plus, les femmes les plus fragiles, mais aussi mais plutôt dans un changement par l'intelligence, par les lumières qui ont parfois brillé dans notre pays, qui parlent au monde entier. Et ce serait une évolution par l'intelligence, mais comment faire? Il y a quand même cet espoir, vous voyez, qui effleure tous ces héros que j'ai rencontrés aux quatre coins des routes dont on ne parle jamais. Vous avez recueilli les états d'âme d'un général au bord de la démission, et confesse un archevêque se demandant à quoi bon dire la messe pour des gens qui n'impriment plus rien. C'est quand même percutant. Oui, c'est exactement leur mot. Je n'ai fait que rapporter ce qu'ils m'ont dit. J'ai vu toute la diversité de la France, toutes les couches sociales, tous les niveaux de responsabilité très très élevés. J'ai vu des dirigeants politiques, économiques,
J'ai vu des artistes, j'ai vu des chercheurs, mais j'ai vu aussi des Français ordinaires de tous les jours, certains qui avaient la chance de travailler mais qui sont morts de peur de perdre leur emploi, les autres qui l'ont perdu. Donc c'est une très grande variété. Je crois que ces expressions que vous rappeliez montrent que tous nos compatriotes sont dans l'attente de quelque chose qu'ils espèrent heureux, mais pour lequel ils éprouvent quand même beaucoup de crainte. Il y a eu aussi ce caïd. Vous pouvez nous en parler? Oui, ça c'était dans une cité, vous savez, je me suis efforcé de voir les cités parce qu'elles sont très nombreuses en France, il y a quand même beaucoup de monde, depuis on en parle beaucoup, puis je me suis dit, tant qu'à faire un tour de France, il faut quand même essayer de voir. Et dans une grande cité, bon, je n'ai pas cité le nom parce que je ne veux pas leur attirer la nuit, parce que le fait que je raconte aurait pu très très mal se terminer. J'ai eu de la chance, j'ai la baraka, j'ai la bonne étoile, j'ai la destinée qui m'accompagne. Finalement, ça vient passé, mais c'est un caïd comme il y en a dans toutes ces grandes banlieues. Souvent des espoirs, alors qu'elles ont été souvent refaites. Vous voyez, les bâtiments sont beaux, ils ne sont pas vilains comme autrefois. Pas tout, mais d'une manière générale. Mais ça ne suffit pas d'avoir de beaux bâtiments s'il n'y a pas le cœur à l'intérieur qui va bien. Donc c'était quelqu'un qui, à mon avis, était un très grand rejet de notre société qu'il voulait détruire. Ah oui. D'ailleurs, il a dit, il descend tous les soirs détruire un hôtel, un restaurant ou une grande maison dans la ville, il a un groupe, il met tout à sac. Et là, il avait détruit une famille de cafetiers. Et le jeune patron est quadriplégique, battu à mort. Et le père de ce jeune homme voulait le tuer quand il l'a vu. C'était vraiment difficile. C'est à ce moment-là que vous vous êtes dit, je sens qu'il risque de se passer quelque chose en France. Oui, je l'ai senti d'ailleurs, mais je le savais avant. Je le pressentais avant de partir. Je voulais avoir le savoir, je voulais savoir comment tenir. Mais je n'ai pas été surpris de ce qui s'est passé il y a 8 jours. Les Français le pressentaient, on ne pouvait pas savoir, pourtant c'est tragique. Et en même temps, c'est aussi empreinte d'espoir, parce que quand vous voyez cette multitude de Français, de tout âge, de toute couche sociale qui sortent, qui sont contents de se trouver entre eux, etc., alors qu'ils ne se sont pas trouvés depuis longtemps des voisins, qui ne savaient pas qu'ils étaient voisins, etc. J'ai trouvé, comme je vous le disais, cher Marie, au fond du fond, il y a quand même une volonté d'espoir. Le tout maintenant de savoir comment on va lui donner un visage, comment on va le concrétiser pour que voilà, cette espérance devienne une réalité. Voilà. Avec votre statut, vous avez été très loin, vous avez vu beaucoup de choses. Malgré cela, est-ce que cette démarche que vous avez faite à travers toute la France, vous en êtes sorti nourri? Ah ben on ne fait pas on ne pose pas des actes comme cela impunément. C'est des actes qui sont longs, c'est très difficile de se mettre dans cette situation. C'est très difficile de l'assumer tous les jours, comme mental d'acier. C'est très difficile de s'exposer à la critique parce que les uns aiment ce que vous faites, les autres n'aiment pas. Enfin, parce qu'il a, au lieu de travailler pour son mandat, c'est un métier, un mandat, alors qu'il est payé par la République, il se promène, etc. Donc, vous avez des avis qui sont très très partagés et c'est dur de faire face à cette réalité-là. Et puis, il y a la dureté de tout ce que vous entendez. Alors on en sort forcément, pas changé parce que je me connaissais un petit peu avant, et puis on ne change pas comme ça, mais quand même très interpellé, comme disent les jeunes, très interpellé. En 2003, vous vous élevez devant Nicolas Sarkozy pour justement, vous êtes en colère qu'une gendarmerie va se fermer.
En 2006, vous partez en grève pendant plusieurs jours pour sauver une entreprise dans votre région, votre vallée. En 2013, vous partez à la rencontre des Français. Quel sera votre prochain combat? Vous le savez déjà? Ah non, vous savez, on ne les connaît pas à l'avance. J'aimerais tant qu'il n'y en ait plus. J'aimerais tant plutôt qu'on se mette au travail pour reconstruire notre beau pays. Revoir les gens se mettre un peu partout, à s'occuper, à se prendre en charge, à prendre en charge les voisins, les personnes âgées, les jeunes. Ça, je pense que ce serait formidable. Je continuerai à alerter, c'est ma manière à moi de le faire, parce que je ne fais de mal à personne, je ne fais du mal qu'à moi, au fond. Et dans le fond, ce que je fais ne coûte rien non plus, parce que c'est une interpellation qui ne coûte pas de moyens financiers. C'est moi qui me mets en situation difficile. Il y en a eu le 3. Ce chant pour interrompre Nicolas Sarkozy, ça a été un moment exceptionnel, mais très dur aussi pour moi, parce que derrière j'ai eu un contrôle fiscal terrifiant pendant 3 ans. Ensuite, on s'est réconcilié avec Nicolas Sarkozy. Mais vous savez, ce n'est pas facile de se dresser de cette manière-là. Ensuite, ce n'était pas une simple gendarmerie, c'était la gendarmerie d'Urtos qui devait passer de 3 ou 4 membres qu'elle avait à 22 pour assurer la sécurité du tunnel du Somport que je venais de faire construire. Dans ce flot de critiques aussi. Or, il y avait 2 tunnels des Alpes qui venaient de brûler en faisant 400 morts. Le Mont Blanc et le Mont Cenis, c'était quand même terrifiant. Et que je ne puisse pas assurer la sécurité, c'est quelque chose d'inacceptable. Donc ça allait très au-delà de la fermeture de la simple gendarmerie. Et puis je voulais attirer l'attention sur la fermeture des services publics qui est tout à fait indigne de notre pays. Et enfin, avec cette dernière marche, j'ai voulu poser, comme je disais tout à l'heure, Marie, un acte de résistance et de combat, montrant qu'il ne faut pas baisser les bras. Qu'est-ce que vous pensez des changements de région? Je vous pose cette question parce que je sais que vous êtes très attaché aux régions. Oui, les régions, bon, je pense que c'est fait un petit peu n'importe comment, en tout cas avec une très grande précipitation. Les Français ne comprennent pas pourquoi on fait ça maintenant. Je pense que le président devrait faire ça tout de suite après son élection. Après avoir expliqué aux Français ce qu'il voulait faire, ce qu'il veut faire. Pourquoi? Comme l'avait fait François Mitterrand, mais pour que les Français comprennent. François Mitterrand, quand il a été élu en 1982, il avait annoncé qu'il ferait la décentralisation et qu'il donnerait plus de pouvoir aux acteurs locaux. Il l'a fait. Mais il l'a fait tout de suite. Il a été élu au mois de mai, mais fin mai, juin, juillet, il était déjà au travail, tandis que là, nous, on a passé l'été après l'élection de François Hollande. Sur des petits dossiers, sur des petits, puis ensuite on a enchaîné sur le mariage pour tous. Alors déjà les Français comprenaient moins, alors quand ils étaient à 80% pour, ce n'est pas le problème, c'est la manière dont on l'a fait qui a braqué des gens les uns contre les autres. Pour vous, quel serait un gouvernement idéal? Je ne sais pas si un gouvernement idéal. Je pense qu'il faudrait d'abord qu'il y ait un état d'esprit différent. Parce qu'un gouvernement, au fond, vous pouvez les changer, vous voyez bien que nous avons tous la même chose, une très grave crise de la confiance dans la politique. Moi je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faudrait changer. Il faudrait changer l'état d'esprit, il faudrait d'abord orienter la vie autrement, au lieu de vivre dans l'interdit permanent, il faudrait vivre plus dans un contexte de confiance, comme le font d'autres pays, rebâtir un projet ensemble. Ce n'est pas quelques-uns qui peuvent le faire, surtout qu'on ne comprend pas au fond ce que nous faisons. Des lois, mais les citoyens, enfin, les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est ces lois. Et puis à quoi elles servent. Il y en a tellement. Et puis il faut un système où quelqu'un prenne la défense des plus faibles. Il n'y a personne pour défendre aujourd'hui. C'est vrai. Vous n'avez que des gens pour vous acculer, pour vous mettre en difficulté, mais vous n'avez jamais personne pour dire « Mais elle a raison, Marie !» Ils ont raison, les gens qui parlent avec Marie. Et à ce moment-là, ça changerait parce que ça crée un climat plus positif, où les gens auraient envie de s'engager. Ils seraient derrière le gouvernement pour le protéger, pour lui donner des chances d'avancer.
ils ne le détesteraient pas. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement idéal. Alors, avant de parler de votre livre, je vais vous laisser, Monsieur Jean Lassalle, si vous avez un message à dire justement à tous ces héros que vous avez croisés. C'est un message très simple. D'abord, je veux leur souhaiter une bonne année, parce que nous sommes encore à la période des vœux. Je veux souhaiter une bonne année à tous ceux qui nous verront sur votre réseau. Je veux leur dire du fond du cœur que la vie vaut la peine d'être vécue. Elle est parfois difficile, elle est parfois un peu vache, mais c'est quand même exceptionnel. Et que nous devons tous entreprendre l'effort pour essayer de nous comprendre un petit peu mieux, de réapprendre à vivre ensemble. Puis à tous ceux qui m'ont suivi à travers cette marche, ces dizaines de milliers, ces millions de Français, je veux leur dire que rien n'est perdu, qu'on peut refaire, à condition de trouver les moyens de se retrouver, de se réunir, de se remobiliser, comme vous le faites si bien, Marie, à travers votre manière de leur parler, de les informer, et de leur manière aussi, la manière qu'ils ont de vous répondre, soit d'être un dialogue la vie. À votre tour, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Je suis, c'est-à-dire, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, c'est ce que je souhaite aussi à tous ceux qui nous regardent, c'est la santé. Parce que si on a la santé, on fera toujours face. Et puis d'avoir le moral. Le moral, c'est important. Vous savez, vous avez beaucoup de gens qui le perdent, mais surtout d'avoir la santé, de ne pas attraper de ces méchantes maladies qui vous font mal, qui vous diminuent, qui font souffrir. Voilà, et aussi on appelle de guérir, d'aller de l'avant, de pouvoir bouger, de sortir de chez soi, pour avoir plus de plaisir d'y rentrer après, vous voyez. Maintenant, on va rappeler votre livre, À la rencontre des Français aux éditions Cherche Midi, un recueil de 318 pages qui va sortir le 15 janvier. Vous pouvez nous le présenter? C'est-à-dire aujourd'hui, voilà. Il est aujourd'hui dans les librairies, en principe, voilà, il y sera demain. Donc, comme vous dites, 318 pages, et j'ai voulu rapporter ce que m'ont dit les Français le plus fidèlement du monde, parce qu'ils me disaient toujours, écoutez, monsieur le député, on ne vous a pas demandé de venir, mais puisque vous venez à nous, on veut vous parler, mais surtout, ne transformez pas nos paroles. Dites-les telles que nous vous les avons dites. N'allez pas dire après que vous avez trouvé que tout allait très bien, comme vous le faites si souvent, tous les politiques. Dites que non, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui sont malheureux, qui ne suivent pas. Donc c'est ce que je me suis engagé à faire et c'est ce que je fais. Et je ne fais pas ça pour attrister les gens, ça s'appelle la rencontre des Français. Je fais ça au contraire pour donner une forme d'espoir. Parce qu'on ne peut pas bâtir l'espoir tant qu'on est malheureux au fond de soi. Et tant qu'on a confiance, tant qu'on n'a plus confiance en personne, il faut arriver à crever l'abcès, il faut arriver à se retrouver bien. À partir de ce moment-là, quelqu'un qui est content, une femme qui est contente, un homme qui est content, il a envie de faire profiter les autres de sa joie. Et elle ouvre les portes et les fenêtres, et puis la maison resplendit de nouveau. Vous comprenez? C'est ça que j'ai voulu essayer de mettre à l'avant. Monsieur Jean Lassalle, dernière question cette fois. Justement, quant à ce recueil que vous avez écrit, est-ce que vous seriez prêt à en faire un compte-rendu au gouvernement ou au prochain gouvernement pour justement que ces gens se sentent vraiment entendus? Ah mais chère Marie, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait le rapport, je vous en ferai passer un exemplaire. Déjà, je vais vous offrir mon livre. Merci. Mais j'ai déjà fait un rapport que j'ai remis au président de la République, François Hollande, au Premier ministre, au président de la Chambre des députés, au président du Sénat, puis au plus grand corps de l'État, pour justement dire, chiffres à l'appui, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai recueilli. Et là, il y a tous les témoignages déjà. Le livre, c'est pas pareil, le livre, c'est un récit. Mais je l'ai déjà fait, parce que c'est pour ça aussi que j'ai fait tout ça. Espérons que vous serez entendus et qu'ils seront entendus. Et je vous dis merci, Monsieur Jean Lassalle. Et moi, je vous dis aussi merci, Marie. Merci de m'avoir reçu, toujours avec cette gentillesse, cette douceur qu'il y a en vous, très grande. Et puis, merci pour tout ce que vous faites autour de vous, et pour tous ces 2,5 millions de personnes que vous tenez informées, à qui vous parlez, pour qui vous êtes une petite lueur, une petite bougie allumée.
d'espoir et qui leur fait tellement chaud au cœur. Ne changez pas, Marie. Merci.